nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Maillard, qui est logopède, orthophoniste, on dit chez nous, et professeure dans le département de logopédie à l'Université de Liège en Belgique. Elle y coordonne une équipe de recherche dans le domaine des troubles du langage et de la communication chez l'enfant. Et Madame Maillard ouvre cet après-midi avec une présentation de ses travaux sur l'importance de collaborer avec les partenaires de communication alternative et améliorée. Merci de l'accueillir. Voilà, bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien ? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, c'est vraiment une magnifique organisation avec un colloque tellement riche, donc voilà, c'est vraiment agréable d'être là. Donc moi, je viens de Belgique et en plus je suis enrhumée, donc il va falloir qu'on applique le principe de non-jugement et de bienveillance, là, parce que j'espère que vous me comprendrez bien. J'ai mis mes médias disponibles sur Orbi. Si vous tapez sur un moteur de recherche Orbi, ORBI et mon nom, c'est un répertoire institutionnel où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit et tout ça est disponible gratuitement. Parce que je n'ai pas la même patience que de vous promettre que je vais répondre à tous vos mails. Donc, je vous mets la tâche sur vos épaules. Si vous voulez les DIA, elles sont normalement facilement trouvables à cette adresse-là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à utiliser mon mail. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler cet après-midi des partenaires de communication. Et on le sait bien, on en a déjà parlé, et puis heureusement pour moi, il y a déjà plein de choses qui ont été introduites à la fois hier et aujourd'hui, mais pour se remettre d'accord sur qui sont les partenaires de communication, finalement, c'est toutes les personnes, tout individu qui est engagé dans des interactions communicatives avec une personne qui communique via un système de CA. Donc, c'est une conception très large. Les partenaires, on va avoir à la fois les pairs, les membres de la famille, les éducateurs, les enseignants, enfin toute une série de professionnels, puis aussi vous et moi quand on est dans un autre contexte et qu'on interagit. On a eu aussi le réflexe, voilà, les compétences technologiques. Voilà. On a vu aussi qu'en CA, on parlait d'un système, alors un système complexe, mais beaucoup de partenaires différents. Et dans ce système, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver à la fois un ensemble de stratégies et techniques en CA. On a vraiment insisté sur le fait que c'était riche d'avoir plusieurs dispositifs, qu'on avait besoin d'avoir une communication autonome et que ça passait évidemment par une multitude de choses différentes. Mais on sait aussi qu'il faut à la fois former et accompagner la personne qui a des besoins spécifiques, mais surtout aussi les partenaires de communication. Et puis si on fait tout ça, on nous l'a expliqué hier, c'est pour arriver à une communication autonome, c'est-à-dire soutenir de la communication et de la participation dans différents environnements ou avec différents partenaires, ou comme on nous l'a dit hier, permettre à quelqu'un de parler de ce qu'il veut, quand il veut, avec les moyens qu'il veut et au moment où il veut le faire. Alors, il y a plein de choses à dire, et puis dans chaque exposé, on choisit un peu un zoom, un éclairage particulier. Et le mien, c'est par là que ça se passe, voilà. Ça va être de vous parler plus particulièrement des partenaires de communication. Mais c'est difficile de le faire sans savoir ce qu'on veut faire avec les partenaires de communication, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre, qu'est-ce qu'on veut entraîner comme type de compétences. Voilà. Alors, dans la formation des partenaires, eh bien, on va s'intéresser à ce qu'on veut apprendre. Qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je suis principalement chercheuse, donc je vais vous parler avec mes mots de chercheuse. Nous, on essaye, ou en tout cas d'orthophonistes, on essaie de se dire quel est l'objectif de l'intervention. Et globalement, on est assez d'accord dans la littérature pour dire qu'il y a deux grands types de compétences à développer. D'une part, comprendre comment la personne communique en tenant compte des différentes informations et caractéristiques de là ou des moyens de CA utilisés. Donc, comprendre la façon dont les signaux sont utilisés, comprendre la subtilité de ces différents modes de communication, et puis y répondre, modéliser et répondre avec de la CA.
Alors, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et quand on reprend tous les objectifs des interventions avec les partenaires de communication, puis on a fait référence à ces travaux-là ce matin, on va voir qu'en fonction du rôle qu'on a chacun avec les personnes qui interagissent, on va avoir des objectifs un peu différents. Alors j'en ai repris beaucoup, puis on va évidemment pas parler de tout ça, on va encore zoomer un peu. Mais quand on est une équipe en CA, on a plein de choses à apprendre à maîtriser. On doit apprendre à développer une expertise pour l'évaluation, pour l'intervention. On doit connaître les outils, puis Dieu sait s'ils sont nombreux, à quel point les choses changent, évoluent, etc. On doit aussi être capable de faire des soutiens techniques, de faire des dépannages quand on en a besoin. On a parlé aussi de l'importance de plaider et d'intervenir pour réduire les barrières d'opportunité, d'identifier les difficultés, puis de faire et d'agir à différents moyens, à différents moments aussi, pour essayer de diminuer ça. Donc, pas mal d'objectifs à avoir. Et puis, si on veut soutenir les partenaires de communication, on pourrait réfléchir à quelque chose pour chacun de ces objectifs. Alors, pour les membres de la famille, les facilitateurs, on va retrouver aussi, bien sûr, le maintien et le développement du soutien à la CA. On a toute une série de choses comme s'assurer simplement que la personne est bien positionnée, qu'on va former d'autres à la CA quand c'est nécessaire. On va aussi plaider pour diminuer les barrières d'opportunité, coordonner les services. Mais on va aussi, et c'est ce que je vous ai mis en orange, utiliser des stratégies interactives appropriées pour soutenir une communication efficace. On a vu ce matin que apprendre la CA, c'est développer du langage. Et le langage, on va le voir, ça se fait dans la communication et dans l'interaction. Il y a évidemment des aspects techniques, mais il y a surtout le développement du langage. Ce développement du langage, il n'est pas très différent qu'on apprenne en CA ou qu'on apprenne à parler sans d'autres types d'outils. En tout cas, c'est le même genre de compétences. Alors, dans les autres partenaires, dans les autres rôles, on va retrouver encore ce point que j'ai souligné en orange, d'être capable d'utiliser des stratégies interactives appropriées avec de la CA pour soutenir une communication efficace. Il y a d'autres choses, évidemment, les enseignants, et on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu ce matin aussi, ils doivent adapter du matériel, ils doivent utiliser des stratégies qui sont pertinentes pour des apprentissages, etc. Les amis aussi ont besoin d'avoir des stratégies interactives qui permettent de faire ce qu'on fait avec nos amis, c'est-à-dire d'avoir des échanges, de parler de ce qui nous tient à cœur, d'avoir des conversations plus ou moins longues selon l'envie qu'on peut avoir. Mais voilà, on a besoin d'apprendre à communiquer et à avoir ces stratégies. C'est la même chose pour les membres de la communauté, même si parfois l'objectif de l'interaction est beaucoup plus ciblé. Si on veut aller acheter un pain, on n'a pas besoin de stratégies interactives aussi développées, mais on a quand même besoin de stratégies interactives. On l'a vu ce matin aussi dans le projet avec la police. Il faut développer des stratégies interactives qui permettent de discuter. De la même façon, les professionnels de la santé, on a aussi besoin de stratégies à preuve. Donc, dans le Zoom que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, on va se poser la question des stratégies interactives. On l'a vu, et puis finalement, c'est très confortable de voir qu'on se succède, mais on va dans la même direction, que la communication, elle s'apprend dans l'interaction. Elle s'apprend dans l'interaction parce que l'entourage, c'est à la fois le lieu et le moteur de l'apprentissage du langage et de la communication, et on l'a vu encore ce matin. Alors, c'est le lieu. Je veux bien un peu d'aide. Voilà, pardon. Une seule. Voilà. C'est le lieu, merci. C'est le lieu de l'apprentissage parce que ce qu'on sait dans des apprentissages, quels qu'ils soient, c'est que plus ils sont contextualisés, plus c'est simple et plus ça a du sens. L'enfant, quand il apprend quelque chose qui l'intéresse. On apprend bien quand on est engagé, quand on est motivé. Un enfant qui est intéressé par des fourmis, si vous lui parlez à ce moment-là des fourmis et que vous lui dites « Ah, mais c'est quoi que tu regardes? Tiens, c'est drôle, ça bouge, ça a des pattes, ça s'appelle une fourmi, regarde »,
ce que vous dites là, c'est complètement dans ses intérêts, et ce moment-là est un moment d'apprentissage qui va être très très différent d'un enfant à qui on ferait une leçon sur les fourmis et qui a tout à fait autre chose en tête. Donc le fait d'être engagé, d'avoir son attention dans la situation, c'est vraiment un élément important de l'apprentissage. Et l'entourage, c'est le lieu où on a des interactions authentiques, où on est dans les situations réelles, où on est dans la vie, et on fait des choses qui ont en général du sens. Et que ce soit dans la famille, à l'école, etc., on est dans les milieux de vie. Et ce qu'on sait, notamment de la littérature par rapport aux interventions en CA, c'est que malheureusement, elles sont quand même pas très souvent ancrées dans les milieux de vie. On a parfois tendance à avoir une intervention en CA qui est un peu sur le modèle des orthophonistes qui vont sortir l'enfant, qui vont être dans leur bureau et qui vont faire quelque chose, et puis voir un vocabulaire qui est peut-être pertinent, mais qui n'est pas ce qui est en lien avec l'enfant. On le sait, nous, maintenant, que si on veut apprendre du vocabulaire, il faut être dans la classe, parce que c'est là qu'on apprend du vocabulaire. Et les pratiques aussi doivent évoluer par rapport à ça. On est moins dans des modèles où on va sortir les enfants, on va plutôt faire entrer les apprentissages là où il y a le milieu de vie de l'enfant. On sait que ce n'est pas encore tout à fait le cas. On est à peu près dans 50% des cas, en tout cas dans les études qui sont reprises, qui parlent d'interventions qui sont dans des lieux naturels et qui sont faites par des partenaires de communication naturels et signifiants pour l'enfant. Donc il y a vraiment de la marge à ce niveau-là. Et pourtant, c'est dans ces situations-là qu'on apprend le mieux et qu'on apprend efficacement. Alors on a dit c'est le lieu de l'apprentissage, mais c'est aussi le moteur de l'apprentissage. Parce qu'on apprend grâce à ce qu'on entend et parce qu'on apprend dans le bain de langage. On en a parlé. Et donc on a chez l'enfant tout venant plein de littérature qui montre à quel point la quantité et la qualité du langage qui est adressé à l'enfant, ce que l'enfant entend quand il est en train de regarder les fourmis et ce qu'on va raconter, ou ce qu'il entend de façon générale, c'est vraiment déterminant, ça prédit la façon dont il va développer du vocabulaire, de la grammaire, etc. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet, sur ce qu'on appelle le langage adressé à l'enfant. Comme ça a été vu sur l'aspect langagier, c'est un peu réduit, mais on pourrait parler de la communication adressée à la personne. Ce serait exactement le même concept, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme intention communicative, tout dans quoi on baigne, qui va nourrir tout ça. Et on sait que l'interlocuteur, l'adulte qui parle avec l'enfant, il a un rôle. Il a un rôle parce qu'on a des travaux, par exemple, qui montrent que selon qu'il maîtrise bien ou moins bien la langue, il va permettre à l'enfant de développer plus ou moins certaines compétences. Donc on sait maintenant, par exemple, sur le multilinguisme, qu'on a tout intérêt à laisser les familles parler leur langue naturelle, leur langue à elles, plutôt que de réduire les langues, parce que c'est en ayant des contacts avec quelqu'un qui parle le mieux, qui maîtrise le mieux la langue, quelle que soit cette langue, qu'on va développer des compétences linguistiques chez les enfants. Alors bien sûr, ça repose, on le voit, sur un interlocuteur, mais pas que. Il faut aussi être deux pour bien communiquer. Et c'est un travail ancien, mais c'est une étude que j'aime bien. Donc je vous la présente. C'est une étude d'observation, donc des chercheurs qui se sont intéressés à ce qu'on appelle des dyades, donc un couple, une maman avec un enfant. Et ici, c'est un enfant qui est porteur d'un syndrome de Down. Ça pourrait être un autre handicap, ça pourrait être autre chose. C'est pas ça qui est important ici. C'est qu'ils ont regardé comment ces deux-là communiquaient à plusieurs moments. Ils ont regardé à 8 semaines de vie de l'enfant et à 20 semaines. C'est ce qu'on appelle un design longitudinal. On voit les mêmes plusieurs fois pour voir comment ça se développe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à 8 semaines, les enfants qui ont un syndrome de Down, ils sont un peu moins communicatifs que le groupe contrôle où il n'y a pas de syndrome de Down, parce que ils font un peu moins de vocalises, ils regardent un peu moins, le contact est un peu moins bien établi, etc.
Donc il y a quelques différences chez les enfants, mais il n'y en a pas du tout chez les mamans. Les mamans, elles communiquent dans les deux groupes de tout à fait de la même façon, elles initient aussi souvent, enfin il n'y a pas de différence de communication à 8 semaines. Par contre, quand on reprend les deux mêmes groupes, c'est-à-dire les mamans avec des enfants qui ont un syndrome de Down et les mamans avec des enfants qui ont un développement plus typique, qu'est-ce qu'on va voir à 20 semaines? On va voir que là, il y a des différences de communication chez les parents. Alors, si on regarde seulement 20 semaines, on pourrait se dire, oh là là, ils ont du mal parce qu'en fait, les parents sont moins bons communicateurs. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils ne sont pas moins bons communicateurs dans l'absolu. Ils sont moins bons communicateurs parce qu'ils ont un interlocuteur qui a plus de mal à répondre et parce qu'il est moins communicatif. Donc ça, c'est essentiel de se rendre compte, d'une part, que c'est un ajustement, et d'autre part, malheureusement, que si on ne fait rien, eh bien, quand on a un des deux partenaires qui a plus de difficultés à communiquer, la communication elle est moins riche chez les deux. Parce que si vous voulez parler longtemps à quelqu'un qui ne vous répond jamais, à un moment donné, quelle que soit votre situation, vous allez un peu vous fatiguer et vous allez moins parler. Ça marche dans tous les cas de figure, hein, avec son conjoint, avec un ado. À un moment donné, tout le monde s'épuise et c'est juste normal. Et c'est un ajustement. Mais c'est bien de le dire et c'est bien de le savoir parce que ça veut dire qu'on sait que la communication avec quelqu'un qui a des difficultés de communication, elle va à un moment donné s'appauvrir. Et c'est juste le résultat d'une interaction qui est un peu plus compliquée. Mais on sait aussi que c'est très important cette communication puisque c'est là qu'on apprend. Et donc, une fois qu'on sait ça, on sait aussi qu'il faut soutenir et qu'il faut agir parce que, et c'est la bonne nouvelle, et c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est qu'on peut tout à fait soutenir pour enrichir cette communication. Ce qu'on n'a pas besoin de faire quand tout va bien, on n'a pas besoin d'aider tous les parents à communiquer avec leurs enfants, on a besoin d'aider dans des situations particulières parce que pour des raisons particulières, la communication, elle peut un peu se fragiliser. Et pour ça, il faut former et entraîner les partenaires de communication, tout le monde, parce que c'est tous un peu plus difficile et c'est un ajustement qu'on a tous tendance à faire. Et pour faire ça, quand on forme les partenaires de communication, on va faire quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, en tout cas nous, dans les rééducateurs, c'est-à-dire qu'on va passer d'une intervention directe à une intervention indirecte. C'est-à-dire que d'habitude, les orthophonistes, les ergos, etc., elles travaillent avec l'enfant pour soutenir sa communication ou avec l'adulte, avec la personne qui a des besoins de communication directement. Ici, on a toujours le même objectif de soutenir la communication de la personne, mais on ne va pas travailler directement avec elle, on va travailler indirectement avec des partenaires de communication pour qu'eux puissent être les meilleurs partenaires possibles. Parce qu'on l'a dit hier, je pense que c'était Jen Farrell, quand on a juste une demi-heure par semaine, on ne sait rien faire. Mais si tout le monde se met à faire un petit peu, et si on a beaucoup de partenaires compétents, eh bien évidemment, on a plus de richesse. Et automatiquement, la quantité et la qualité du langage que l'enfant entend, la communication, eh bien, elle s'améliore. Donc c'est ça l'enjeu de travailler avec les partenaires, c'est d'obtenir beaucoup mieux l'objectif d'avoir un langage, une communication adressée à la personne la plus riche possible. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a aussi la littérature qui, heureusement, on n'est pas tout seul, qui nous explique ce qui fonctionne bien, et on sait qu'il y a deux choses qui sont importantes, en tout cas de façon générale, c'est-à-dire pas spécialement quand on est dans un contexte d'utilisation de CAA, mais de façon générale. Et puis moi, je vais souvent passer de l'un à l'autre parce que je suis aussi souvent, ou peut-être plus souvent, dans une communication sans CAA qu'avec CAA, mais vous allez voir que c'est les mêmes principes, c'est la même chose, et que c'est ça qui est aussi riche, c'est qu'on peut s'inspirer des pratiques d'un côté comme de l'autre. Donc si un enfant est un peu plus fragile au niveau de la communication, ce qu'il faut faire, c'est travailler la réactivité. La réactivité, c'est simplement réagir le mieux possible, de façon verbale ou non verbale, dès qu'il y a une tentative de communication d'un enfant, dès qu'il y a un contact visuel, un comportement, enfin, dès qu'il y a une initiation, on va apprendre à réagir. Parce que si on ne réagit pas, eh bien, on a un comportement qui va s'éteindre.
Si je vous pose 3 fois une question et que vous ne me répondez plus, je ne vous poserai plus de questions. J'ai appris que ça ne sert à rien d'essayer. Donc, la difficulté, c'est d'être capable de réagir à des mini-initiations, à des initiations qui ne sont pas simples à voir, parce qu'elles ne sont pas aussi voyantes que « Hey, je vais te poser une question, regarde maman !» Non, c'est des initiations qui sont beaucoup plus subtiles et donc qui sont plus à risque de progressivement disparaître. Ce qu'on sait de cette réactivité, c'est que ça prédit beaucoup mieux ça que le nombre d'initiations des mamans. Donc si on regarde dans des dyades, on voit que ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de fois qu'on parle à l'enfant, c'est le nombre de fois qu'on est capable de répondre correctement, de réagir à ces initiations. C'est ça qui va l'aider le plus. Et on sait que cette réactivité, elle est affectée dès qu'il y a du trouble du développement, quel qu'elle soit, parce que l'initiation, elle est plus difficile, elle est plus subtile, elle est plus variée. Et donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, cible numéro 1, la réactivité. La deuxième cible importante, donc l'ensemble de cibles, c'est des modèles et des stratégies qui soutiennent le langage. L'étayage, la reformulation, la dénomination, il y en a pas mal et elles sont simples, ce n'est pas des stratégies inaccessibles. Ce sont d'ailleurs les stratégies qui ont été observées dans le développement langagier quand tout va bien. Ce sont des stratégies qui sont issues de ce qu'on a observé. Les chercheurs qui ont regardé des développements langagiers, ils ont identifié ce que faisaient les adultes avec les enfants. Ce qu'on sait, c'est que quand on utilise ces stratégies, eh bien, ça prédit les habiletés verbales d'un enfant plus tard. Donc, quand tout va bien, le nombre de fois qu'il y a des stratégies langagières qui sont mises en place, elles vont conditionner les habiletés langagières plus tard. Puis nous, les chercheurs, on aime bien les choses qui prédisent parce que ça nous donne des indications de qu'est-ce qui est utile à faire maintenant, puisque c'est ça qui va être lié avec le développement. Et on sait aussi malheureusement que le nombre et la variété des stratégies qui sont utilisées sont affectées lorsqu'il y a des troubles du langage et de la communication. Donc 2 choses importantes à faire pour soutenir le langage de tous les enfants, être réactif et mettre en place des stratégies, mais on sait que c'est plus fragile. Alors, est-ce que c'est efficace de faire ça ? Oui, c'est efficace. Il y a de la littérature sur les parents de jeunes enfants qui montre que quand on augmente les comportements communicatifs, on va aussi augmenter les performances langagières des enfants. On a des données, puis on a des méta-analyses. Alors les méta-analyses, c'est un truc de chercheurs qu'on aime bien, c'est-à-dire que quand il y a plein d'études, on a fait une étude des études, et on se dit, OK, là, on est confiant, c'est des preuves qui sont solides, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la même direction. Donc, on sait qu'intervenir sur la communication des partenaires de communication, ça marche et ça aide les enfants. Donc cette intervention indirecte, c'est une bonne idée. On peut y aller parce qu'on a vraiment des bons éléments qui montrent que ça fonctionne. Alors quand on est en CA, est-ce que c'est différent ? En fait, pas tellement. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va voir qu'il faut une meilleure réactivité de la communication, aux essais de communication. Ah oui, pardon. Oui, donc, désolée. Voilà. Et le troisième ? Voilà. On est raccord cette fois-ci, désolée, merci pour les signes. Alors, donc est-ce que c'est différent en CA ? Non, pas tellement. On voit qu'on va de nouveau parler de réactivité aux essais de communication et de stratégies de soutien au langage, faire des pauses, utiliser des questions ouvertes, etc. Ce sont les mêmes stratégies parce qu'on l'a dit ce matin aussi, apprendre du langage, c'est apprendre du langage, communiquer. Il n'y a pas 10 façons d'apprendre la langue différente. Il y a des chemins qui sont parfois un peu plus longs, mais il n'y a pas des choses qui seraient tout à fait différentes. Ce qui est différent, par contre, c'est qu'on va devoir modéliser avec le dispositif de CA. Et ça, c'est vrai que c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on fait moins. Et il y a évidemment les aspects techniques qui vont se rajouter. Mais dans l'aspect des stratégies interactives, ce qui fait que pour monter du langage, on a besoin de langage, ça, c'est la même chose et on en a besoin aussi. Alors, tout ça, ça montre bien qu'on a besoin d'aide. Et on a aussi de la littérature qui a regardé ce qui se passait pour les partenaires de communication sur ces fameuses stratégies. Et qu'est-ce qu'on voit quand il y a de la CA ? Les partenaires de communication, ils font ce qu'ils peuvent, ils réagissent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais on voit qu'il y a effectivement tendance à dominer, à interrompre des interactions avec des questions,
pour essayer d'aller au mieux. Mais donc, on n'a pas exactement... on a trop peu d'opportunités de communication, puis on réfléchit ensemble à cette histoire de barrière, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça. Et puis surtout, ils n'ont pas bénéficié eux-mêmes de modèles. Donc c'est extrêmement difficile de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis on va voir à quel point le fait d'avoir un modèle aidant est utile. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas le faire? Mais non. Est-ce que c'est efficace? Absolument. La formation des partenaires de communication augmente leur comportement communicatif. Et là, pareil, on a une méta-analyse récente qui montre que non seulement ça marche, mais en plus, on a une taille d'effet importante. Alors ça, c'est un peu technique, mais ça veut dire que ça marche très bien. C'est un effet qui est solide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie du système de former les partenaires. Donc, à ce stade, normalement, vous devriez plus ou moins être d'accord avec moi sur l'idée que c'est important de former les partenaires de communication. On sait pourquoi. On a revu ensemble qu'il faut apprendre à faire des interactions riches et parfois réapprendre ou se soutenir à le faire. On sait aussi quelles sont les cibles de l'intervention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la réactivité, des stratégies, etc. Mais ce qui nous manque un peu souvent, c'est comment faire. Qu'est-ce qu'on sait sur la façon de le faire? Alors, dans notre jargon, puis on peut ne pas d'accord avec ces termes-là, moi c'est ce que j'utilise avec mes étudiants pour essayer de leur montrer qu'il y a deux choses importantes à avoir en tête. C'est d'une part avoir des objectifs en intervention et d'autre part réfléchir à la façon dont on va le faire. Le quoi et le comment, et c'est tout aussi important l'un que l'autre. Donc, on va être dans le quoi sur l'intervention et on va être dans le comment sur l'implémentation. Alors l'implémentation, c'est souvent un peu une boîte noire. C'est le truc dans les études, on vous dit on a fait une thérapie, on a travaillé sur la réactivité, c'était vraiment bien, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur exactement ce qu'on a fait. Et puis les orthophonistes ou n'importe qui, si on veut essayer de reproduire les choses, on a besoin un peu de la recette. C'est un peu comme si on vous disait, il y a un super gâteau, il y a des cookies qui sont vraiment excellents, on les a évalués, tous ceux qu'ils ont goûtés ont trouvé qu'ils valaient 5 étoiles, ça c'est la recherche qui nous dit ça marche bien. On vous donne un peu les ingrédients, il faut de la réactivité, il faut des stratégies, etc. Et puis débrouillez-vous. Alors je ne sais pas si vous faites de la pâtisserie, mais en général ça ne suffit pas pour faire des gâteaux, parce qu'on peut avoir les ingrédients, on peut savoir vers où on veut aller, on peut savoir que le gâteau est très très bon. Si on ne nous donne pas les étapes, si on ne donne pas combien on va faire de chaque, c'est un peu difficile, et puis on n'est pas sûr d'avoir tous le même gâteau. Et on n'est pas sûr qu'il soit bon, même si on a des bons ingrédients. Et quand on regarde, si on demande en plus à ceux qui vont manger le gâteau ce qu'ils veulent, ils vont dire on veut des formations, mais nous on a besoin de formations très courtes, 1 heure, et qui sont directement utiles. Alors c'est sûr que tout le monde a envie de choses qui vont très vite et qui sont efficaces. Ça, on est tous d'accord. Mais, alors je pense que c'est l'heure un peu de la digestion, je vous ai laissé avec mes gâteaux. Je pense qu'en 5 minutes ou en 1 heure, je peux vous apprendre à servir des glaces et mettre des trucs bien dessus, parce que ça, c'est gérable. Mais faire un super gâteau d'anniversaire avec plusieurs étapes, avec des décors, etc., ça ne va pas prendre ce temps-là. Et donc, c'est important aussi qu'on se mette d'accord, parce que sinon, si on n'est pas d'accord là-dessus, on est vite découragé, que selon l'objectif qu'on va avoir, la formation, il faut accepter que ça ne prenne pas le même temps. Que si on veut apprendre à insérer une photo dans un outil robuste, ça peut aller vite. Ça dépend, mais on peut faire ça rapidement. Il y en a qui ne sont pas convaincus, mais on peut dire que ça va plus vite que d'autres choses. Reconnaître un mot en langue des signes, c'est quelque chose qui peut aller un peu plus vite. Mais utiliser déjà ce même mot quand on en a besoin, sans rappeler, c'est déjà moins évident, ça demande déjà plus de pratique. Et changer des pratiques interactives et les utiliser spontanément, adéquatement, on est plus du côté du gâteau que de la crème glace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et puis, je pense qu'il faut quand même qu'on se mette d'accord et qu'on se dise que c'est OK que ça prenne ce temps-là, parce que ce qu'on veut faire, on va le voir, c'est pas si simple. Alors, je suis retournée sur le dosage. C'est vraiment pour ça qu'on est vraiment comme dans des recettes.
sur ce qu'on fait quand on travaille avec des prises en charge chez des enfants qui ne communiquent pas en CA, mais qui ont des troubles de la communication. Donc les méta-analyses qui ont dit que ça marchait bien, quand on regarde ce qu'elles disent quand même que quand on travaille avec les parents, il faut compter entre 2 à 36 heures avec le parent. Ça peut être de 3 à 24 sections, ça peut durer de 10 à 52 semaines, on est déjà à une année. D'autres disent c'est 1 fois par mois à 5 fois par semaine, entre 6. Enfin, on voit qu'il y a plein de choses, mais on peut être d'accord quand même sur le fait qu'il y a une grande variabilité, à nouveau, qui va dépendre d'où on vient, de ce qu'on sait faire, etc. Mais ce qui semble le plus fréquent, c'est quand même déjà un dosage. Dans les éléments de recette, on est déjà sur quelque chose qui va prendre du temps, entre 12 et 24 séances d'1 heure, 1 fois par semaine. Enfin, on voit que c'est quelque chose pour lequel, si on veut changer des stratégies, il faut se donner du temps. Et pourquoi est-ce qu'il faut du temps ? Parce que c'est un apprentissage complexe, parce que c'est pas si simple. On peut me dire de faire des questions ouvertes, ça m'a l'air pas très compliqué, mais les faire régulièrement, c'est pas si évident, et en modelant, c'est vraiment pas simple. Parce que, et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a une notion de seuil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire une stratégie de temps en temps pour que ça marche. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a même dans la littérature des seuils qui sont décrits. On sait que si on arrive à faire une stratégie par minute, c'est ça qui a un impact sur le langage. C'est un peu différent d'être capable de dénommer, de modéliser. C'est qu'il faut le faire à une certaine quantité. Il faut le faire suffisamment pour que l'enfant ait des modèles, etc. Il faut l'utiliser spontanément, il faut le généraliser. Donc, bref, c'est quand même pas mal de choses qui expliquent qu'il faut se donner du temps et que ça prend du temps. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra faire un témoignage en disant « Non, moi, ça a été hyper vite ». Qu'est-ce qu'on sait aussi sur la façon de faire, le comment ? Qu'est-ce qui est efficace ? Et là, on a quand même maintenant toute une série d'informations. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et ce qui est très rassurant, c'est que quelles que soient les références, on a toujours à peu près le même genre de composants. Donc moi, je vous ai repris celui-ci, mais vous trouverez dans mes références aussi d'autres types de guides d'implémentation, et vous allez voir qu'on les retrouve toujours, que ce soit avec ou sans CA, c'est toujours la même chose. Si vous voulez apprendre un comportement, donc pas juste une information, si vous voulez changer un comportement, il faut dire ce qu'il faut faire du partage d'infos. Voilà, on va apprendre ensemble à poser des questions ouvertes, parce que si on ne dit pas ce qu'on fait, on ne peut pas le deviner, donc c'est important. On peut le faire de plein de façons différentes. Je vois que mes trucs ne sont pas passés. Voilà. On va mettre les 4, comme ça on les a tous. Voilà. Il faut dire ce qu'on fait, donc on peut le faire comme on veut, on peut faire des ateliers, des rencontres, il faut expliquer ce qu'on veut faire. Il faut le montrer, et on a vu tout à l'heure que la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir de modèle. Donc, il faut qu'on voit ce qu'il faut faire. Moi, je veux bien apprendre à faire quelque chose, mais j'ai besoin d'avoir vu ce qu'il faut faire, parce que si je vois ce qu'il faut faire, c'est plus facile à faire. Donc, il y a plein de stratégies différentes de modelage. On peut modeler, on peut avoir une vidéo qui montre, etc. On peut avoir et là, dans les implémentations, il y a des variations différentes. On peut avoir une petite stratégie, une petite vidéo qui vous remontre exactement comment il faut faire. Moi, par exemple, dans mon labo, il y a une alarme hyper compliquée. Je me suis filmée une fois en faisant... J'ai une vidéo de comment mettre l'alarme, et quand j'en ai besoin, je regarde cette vidéo. Ça, c'est vraiment juste un modelage très, très pratique pour une action... pour le coup, qui peut être apprise rapidement, mais dont on a besoin à un moment particulier. Il faut aussi le faire soi-même, il faut pratiquer, il faut essayer et il faut être aidé pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui vous guide, qui fait de la pratique guidée, qui vous donne des aides vidéo, qui vous donne des conseils. Et puis, il faut aussi réfléchir sur ce qu'on a fait, regarder ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré, etc. Donc, quand on a une implémentation réussie, ou les implémentations efficaces, elles combinent ce genre de choses. Elles ont le plus possible de ces 4 étapes. Alors, si elles n'ont pas toujours toutes les 4 étapes, mais plus vous pouvez en mettre, plus vous pouvez vous dire que votre implémentation sera solide. Ce qu'on voit souvent, c'est du partage d'infos. Aujourd'hui, je vous fais du partage d'infos, mais je ne vous aide pas plus que ça pour vous dire comment il faut vraiment faire, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer, de corriger ce que vous faites et de regarder faire. Mais
Ça, c'est souvent les formats un peu de nos formations où on partage de l'info, puis on se dit que tout le monde va rentrer chez soi et va être capable de le faire, mais malheureusement, ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est vraiment important de pratiquer en situation réelle. Et je vous ai mis une dia, alors elle est en anglais, mais on va la voir ensemble, que je trouve vraiment importante, qui est quelque chose qui a été observé chez des enseignants. Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'on a regardé dans les Twin Components ce qui a été fait, donc discussion et théorie, donc on a partagé de l'information. Qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est, première colonne, les connaissances, ça augmente de 10% les connaissances. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Pas tellement, 5%. Et est-ce qu'on va l'utiliser dans sa classe ? Non. Si on rajoute, donc il y a un plus, donc si on fait de la théorie, mais qu'on va faire une démo, on va faire du modelage, est-ce que ça soutient les choses ? Ça augmente les connaissances, ça augmente aussi le fait qu'on puisse le faire, mais c'est toujours pas ça qui garantit le fait de l'utiliser. Vous voyez, on est toujours à zéro dans l'utilisation. Si on le pratique et qu'on en discute dans un environnement en dehors du contexte réel, ça augmente. On voit bien que chaque fois qu'on rajoute une couche pour soutenir l'apprentissage, on améliore, mais est-ce qu'on l'utilise dans la classe ? Non. Pour l'utiliser dans la classe, et puis c'est vraiment, il y a un bond à un moment donné, on passe de 5 à 95, 95%, il faut le faire dans sa classe, dans son environnement. Donc, la formation, le modelage, il faut réfléchir pour aller dans les environnements, et ça, c'est très important. Je sais qu'en France, par exemple, c'est compliqué d'avoir des orthophonistes qui interviennent dans les écoles, ok, mais n'empêche, si elles sont toujours en dehors des écoles, si elles ne sont pas au moment où l'enfant apprend, ça va être compliqué pour pouvoir changer les choses. Donc, si vous voulez changer des pratiques, des comportements, pas juste augmenter des connaissances, il faut toutes ces étapes et il faut le faire à ce moment-là. Alors, des implémentations en CA, il y en a, et on va retrouver vraiment le même genre de choses, j'en ai pris l'une ou l'autre, ça existe, et il y a de la littérature là-dessus. Et on dit, en termes de cible, toujours la même chose, du modelage, des pauses, des questions ouvertes, de la réponse contingente, donc cette réactivité. On peut avoir certains programmes qui parlent d'apprentissage plus rapide, en 5 heures, etc. Mais ça dépend aussi toujours, est-ce qu'on va regarder le transfert, est-ce qu'on va regarder la généralisation, jusqu'où on va être exigeant dans le changement de comportement. Alors il me reste quelques minutes et je vais vous parler un peu rapidement des choses qu'on fait avec les partenaires de communication dans mon équipe de recherche. On travaille avec des crèches, des écoles et des parents. On travaille en Belgique, au Liban, au Québec, et puis on a 1 ou 2 projets en France. On travaille les stratégies de communication beaucoup, parfois avec ou sans CAA, mais surtout on s'est rendu compte que ces expériences sont très transférables et s'enrichissent, et ce qu'on apprend dans un contexte, on peut vraiment le transférer dans un autre. Alors ce qu'on a appris, c'est qu'il y a peu de transferts spontanés entre des stratégies. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à faire des questions ouvertes et que vous entraînez les questions ouvertes, ce qui est entraîné va être acquis, mais ce qui n'est pas ne va pas émerger spontanément. Ce n'est pas parce qu'on sait faire des questions ouvertes qu'on va pouvoir faire des pauses, etc. Donc ça veut dire que si on veut démultiplier les stratégies, on va devoir passer un peu de temps sur chacune de ces stratégies. Et si on veut qu'on combine les stratégies, il va falloir entraîner des combinaisons. Parce que si on n'entraîne pas les combinaisons, ce qu'on a fait dans certaines études, où on a passé du temps sur une stratégie, puis une autre, et puis etc., on s'est rendu compte que la stratégie qui était la plus utilisée, c'était la dernière apprise. C'est ce qu'on appelle un effet de récence, c'est le dernier truc qu'on a, et puis le reste... Donc maintenant on sait qu'on entraîne une stratégie, 2 stratégies, puis on met des moments de combinaison, puis on a une stratégie, puis on remet de la combinaison, etc. Parce que si on n'apprend pas à faire des choses ensemble, ça ne vient pas tout seul. Ce qu'on a aussi appris... Voilà, je vais trop vite. Moi, je n'aurais pas appris à gérer la zapette, là. C'était pas suffisant, mon temps d'apprentissage. C'est qu'il y a peu de généralisation d'une situation à l'autre. Si on veut généraliser, il faut entraîner dans d'autres situations. Par exemple, dans des écoles, on a travaillé en lecture d'histoire, on a à avoir des comportements plus interactifs dans les histoires,
Et puis on s'est dit, forcément, ce que les enseignants ont développé là, elles vont l'utiliser après. Et puis même quand ils doivent parler exactement de la même chose, quand on sort de la situation, c'est comme si les stratégies, elles étaient attachées à la situation. Donc si vous entraînez pas en lecture d'histoire, pendant la collation, dans un moment libre et dans la cour de récréation, c'est comme si il n'y avait pas de généralisation possible. Or, nous, ce qu'on veut, c'est du langage et de la communication partout et tout le temps, dans la cour de récréation, à la collation, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose maintenant dans nos implémentations qu'on met. On met plusieurs situations, parce que sinon, ils gèrent super bien une situation, mais pas une autre. Et donc, il faut apprendre ça aussi. Que le modelage en situation est essentiel. Le « je prends ta place, tu prends ma place, je te regarde faire, puis c'est à mon tour », parce que tout le monde se met en danger, que tout le monde apprend, et puis ça permet effectivement d'essayer. Donc c'est un composant qui est essentiel. Et se voir faire et voir les réactions. Alors j'ai mis des enfants parce que nous on travaille beaucoup avec les enfants. C'est ça le moteur du changement. C'est ça qui fait les réflexions sur les pratiques. Donc quand on intervient suffisamment pour accepter de se filmer et de se regarder après, c'est en se voyant que ça change. Moi, je me rappelle d'une enseignante avec laquelle on avait travaillé des stratégies particulières, puis qui se regarde et qui dit bien, « Oh, mais moi, j'ai l'impression que je fais la gueule, je souris jamais. » Les enfants, je comprends qu'ils n'aient pas envie de me parler si je ne souris pas. Donc la fois suivante, elle s'est mise à sourire, et effectivement, ça marche très bien. Les enfants, ils ont vu quelque chose changer et interagissaient beaucoup plus. Et donc, c'est aussi ces choses qu'on voit soi-même qui ont beaucoup d'impact. Et c'est difficile au début, mais je peux vraiment, parce que c'est jamais agréable de se regarder, c'est jamais agréable de voir ce qu'on fait pas bien, pour personne. Mais si on accepte cette mise en danger-là, vraiment tout le monde progresse. Et quand on y a pris goût, c'est difficile de faire autrement. Alors, je voulais juste vous montrer, mais vraiment rapidement, à quoi ça ressemble des implémentations en recherche, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord identifier, on va regarder avant qu'est-ce qui se passe, les pré-tests, on va observer, filmer dans une situation. Et puis, quand on apprend des stratégies, on a toujours des moments de modelage, des moments de pratique, et puis on reprend des mesures, on change de stratégie, on combine, etc. Puis on voit après. Et quand on travaille avec des enseignants, on va regarder les stratégies et les pratiques qu'ils ont envie d'apprendre eux ou dont ils ont besoin. Ici, on a travaillé avec des enseignantes belges qui travaillent dans un public très vulnérable et pour lesquelles il y avait très peu de stratégies interactives qui étaient présentes. Alors oui, elles utilisaient des stratégies, mais aux quelques enfants qui étaient particulièrement bons dans la classe, et ce n'était pas ça l'enjeu, c'est aussi être capable d'aller chercher chacun. Alors, à nouveau, on ne va pas décortiquer les choses, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on prend des mesures. Hein, nous, en recherche, on prend des mesures. On a besoin de regarder vraiment ce qui est là. Et on voit que quand on commence à intervenir, donc la part du milieu, on voit que les choses changent. Et comme on intervient une stratégie à la fois, on peut voir les choses qui ne sont pas travaillées, si elles changent ou pas. C'est comme ça que je peux vous dire qu'une stratégie pas travaillée, elle ne bouge pas, et qu'il faut travailler une stratégie, parce qu'on le voit qu'en fait, avec nos mesures, ça ne vient pas spontanément, et ce n'est pas parce que la première bouge que d'autres bougent. Mais que globalement, en orange, chacun a son rythme, etc. Mais on arrive à monter, vraiment à avoir un nombre de stratégies beaucoup plus important. Donc ça fonctionne. On a des groupes de parents pour le moment avec lesquels on fait du modelage en CAA, mais les données n'étaient pas suffisamment prêtes pour vous amener ça. Donc, mais c'est le même genre de choses. On mesure par là le même genre de choses. Alors, avant d'arrêter, je voulais encore vous dire 2-3 choses qu'on a aussi appris. C'est qu'en implémentation, il ne faut pas négliger le décalage entre la pratique déclarée, ce que je dis ou ce que je pense que je fais, et la pratique observée, ce qu'on voit qu'on fait. C'est-à-dire, quand on va regarder vraiment ce qui est dit. Par exemple, on a, puis ça c'est les défauts des chercheurs, quand on dit des trucs, nous on va vérifier quand même et on va regarder. Et donc, au Liban, on a travaillé avec des enseignantes libanaises qui nous disaient qu'elles faisaient déjà tellement de stratégies qu'on se demandait un peu ce qu'on allait pouvoir faire avec elles. Et on a été observé et on a compté les stratégies et évidemment, il y avait un décalage très très important. Et le décalage, plutôt comme ça, entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Et ce qui est, c'est que
que le décalage soit important. C'est pas grave s'il y a un seuil suffisant pour que les enfants apprennent, mais évidemment, on était en dessous du seuil qui est nécessaire pour que les enfants apprennent. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, ce qui change, c'est la notion de fréquence et la notion de public. C'est-à-dire que oui, ces stratégies, quand on dit poser des questions ouvertes, tout le monde va dire qu'il pose des questions ouvertes. Oui, il fait des pauses, bien sûr, on fait des pauses, etc. Mais c'est le nombre de fois qu'on le fait, et est-ce qu'on le fait avec tous les enfants? Si je pose toujours dans une classe des questions ouvertes à l'enfant qui, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au début, est celui qui va être le plus réactif parce que c'est celui qui répond le plus, j'ai l'impression de poser plein de questions ouvertes. Mais en fait, je n'ai pas aidé une grande partie des enfants parce que ceux qui sont en difficulté, ce n'est pas ceux qui sont capables d'aller initier les questions ouvertes. Donc ça, c'est un élément important. C'est un élément important pour avoir du changement, c'est de prendre conscience déjà qu'il y a quelque chose à changer. Parce que si vous travaillez avec des partenaires de communication qui n'ont pas toujours envie de changer, et c'est parfois le cas, alors il y a tous ceux qui sont là aujourd'hui qui sont convaincus que c'est important, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et à qui on a beau dire que c'est utile, et ceux-là, ils sont moins partants parce qu'ils ont l'impression qu'ils font déjà, etc. Ben voilà, il faut aller chercher ça et il faut ouvrir la discussion. Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais regardez si entre ce qui est dit et ce qui est fait, s'il n'y a pas des décalages. Et une autre chose, ne négligez pas les représentations, ce que je pense qu'il faut faire ou ne pas faire, et les connaissances sur ce que je sais, sur ce que je dois faire. Les représentations, parce que si on a la représentation que ça ne sert à rien, alors ici, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler les représentations, mais il y a plein d'endroits où j'imagine que ça vous évoquera des choses, que c'est utile. Mais avant de commencer à travailler les représentations, c'est la base. On n'a pas de modèle de prérequis là, mais c'est quand même bien d'avoir travaillé ces représentations. Et les connaissances, et alors... avec Lorraine Houben qui fait sa thèse sur un programme d'accompagnement des enseignantes belges en maternelle, on avait envie de regarder ce qu'elles connaissaient sur le développement du langage, parce que je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, les instituts, elles n'ont pas beaucoup de formation en développement du langage, elles ne savent pas trop comment ça fonctionne, etc. Puis c'est difficile d'avoir des bonnes stratégies si on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Et donc, on avait travaillé avec elles, on avait regardé ce qu'elles connaissaient, et on leur demandait des questions dont on connaissait un peu la réponse, vérification de connaissances. Est-ce qu'un enfant de 3 ans, c'est normal qu'il puisse raconter une longue histoire ou pas, etc. Toute une série de choses. Et ce qui nous a le plus frappé là-dedans, c'est pas qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises réponses, parce qu'on savait que la formation initiale n'abordait pas beaucoup ces questions-là. C'est que quel que soit... leur réponse, puis j'ai oublié de vous dire qu'on leur a demandé « Est-ce que vous êtes sûr ou pas sûr de votre réponse ?» Donc elles devaient dire et puis dire si elles étaient plus ou moins. Mais c'était qu'il y avait un très très haut degré de certitude, y compris sur les réponses complètement erronées. Et ça, c'est difficile, parce que s'il n'y a pas de doute, si on ne pense pas qu'il y a quelque chose à apprendre parce qu'on est sûr de soi, même quand c'est faux, nous, après, arriver avec une implémentation, c'est compliqué. Donc, allez regarder ça, les représentations, les connaissances. Merci. Travailler les représentations, mais si on a... En général, les problèmes de représentation, ça vient souvent avec un problème de connaissance. On ne sait pas trop et donc on s'est construit des représentations incorrectes. Mais il y a aussi des représentations pour lesquelles il y a des préjugés à déconstruire. Et puis, vraiment, passer du temps à ça parce que sinon, ça parasite plein de choses. Alors, en conclusion, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que la collaboration avec les partenaires de communication, elle est évidemment indispensable, que c'est nécessaire de choisir aussi ensemble comment soutenir la communication. Donc, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous expliquer aussi comment on fait une décision partagée par rapport à ce qu'on a envie de faire, mais c'est ça qu'on fait aussi quand on travaille avec des partenaires de communication, on choisit ensemble ce qu'on a envie de faire. C'est important d'identifier, de combiner des stratégies d'implémentation, d'être le plus varié possible, de se donner du temps et puis d'apprendre de nos expériences. Et pour apprendre de nos expériences, il faut essayer d'en garder des traces, de regarder un peu pour qu'on puisse réfléchir dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Un grand merci.
On a une petite 5 minutes pour des questions. Donc moi, je vais parler là de ma place de maman, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de présentations aujourd'hui qui sont placées d'un point de vue professionnel, et j'ai du mal parfois à faire le miroir. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à la fin, sur l'absence de doute. Et c'est quelque chose que je rencontre tout le temps, pas que sur la CA d'ailleurs, hein, sur le fait qu'il ait le droit d'aller à l'école, par exemple. Cette absence de doute sur c'est trop compliqué, il n'y arrivera pas, ou il a dit n'importe quoi. Comment on fait pour remettre ce doute-là? Alors, c'est une vraie question. En tout cas, je pense que s'il y a effectivement des certitudes comme ça ancrées, c'est difficile après d'amener du changement. Donc, l'absence de doute, moi, ce que je vois, en tout cas, mais vraiment, je ne suis pas une spécialiste du travail sur l'absence de doute, hein. Ce que je vois, c'est que quand il y a des expériences qui fonctionnent, ça a beaucoup de poids. Quand il y a d'autres témoignages, d'autres choses, quand il y a des pères qui ont réussi à faire quelque chose, c'est ça qui marche bien mieux que la parole des professionnels ou des choses comme ça. Alors, l'absence de doute aussi, ça peut... ça se travaille par ouvrir des portes, hein, se dire, et vraiment, est-ce qu'il y a amener des contre-exemples, etc. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on s'attaque à ça, parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les certitudes tuent les choses dans l'œuf. D'exemple, je pense aussi que ce qui est le plus efficace, c'est quand l'enfant arrive à montrer quelque chose. Absolument. Le problème là-dedans, c'est qu'on le place dans cette situation-là, et qu'en fait, je trouve qu'ils n'ont rien à prouver, quoi. Non, bien sûr. Parce que ça met une pression folle, et ça ça bloque la communication même. Absolument. C'est en ça que les vidéos sont très puissantes. Quand un enseignant se rend compte qu'en ayant essayé un truc, eh bien, il s'est passé quelque chose, ou un parent, ou... Alors là, on n'a plus besoin de réexpliquer qu'il faut le faire. C'est quelque chose qui est acquis, c'est sûr. Dès qu'il y a... Mais il faut oser essayer. C'est ça, quand on accepte de se filmer, on accepte le doute. En fait. Oui, c'est ça. Il faut accepter de se jeter à l'eau. Alors peut-être qu'il faut faire des challenges, des défis, je ne sais pas. Mais oui. Encore une question, si quelqu'un... Bon. On va enchaîner sur... merci beaucoup encore.